Votre rendez-vous de chaque vendredi à partir de 15 h, votre émission, c'est le week-end. Le célibat est un phénomène qui a explosé ces dernières années en Algérie. À quel mode de vie aspirent ces Algériens? Veulent-ils réellement s'affranchir du modèle traditionnel? Subissent-ils ou choisissent-ils de rester célibataires? Pour répondre à ces interrogations, nous avons convié pour vous deux spécialistes qui viendront répondre et nous éclairer justement à l'occasion de la journée mondiale des célibataires le 11 de ce mois. Le diabète partage le quotidien de beaucoup d'entre vous. Plus qu'une maladie, aujourd'hui, on parle carrément d'épidémie. Le diabète ne se guérit pas, mais il peut être contrôlé avec succès en adoptant une bonne hygiène de vie. Pour en savoir plus, je vous invite à retrouver les invités de notre premier plateau, juste après ce sujet de Farida Ben Muslim, qu'il a fait donc pour l'émission Santé Mag. À tout de suite. La maladie diabétique est une maladie chronique qui nécessite une prise en charge rigoureuse, tant sur le plan médical que sur le plan alimentaire. Car être diabétique doit signifier se soucier de la bonne qualité diététique de ses apports alimentaires. Le diabète peut se présenter soit c'est un diabète de type 2, soit c'est un diabète de type 1, soit un diabète gestationnel. Donc nous avons les différentes formes. Le diabète, il peut survenir sur le sujet jeune, donc c'est un diabète généralement qui est insulinodépendant, soit il peut survenir sur le sujet à partir de la quarantaine, donc c'est un diabète insulino-résistant. Une maladie qui nécessite une prise en charge par le médecin et surtout par le patient. C'est une maladie qui nécessite ce qu'on appelle une nutrition saine, une nutrition équilibrée et une nutrition variée. Les aliments contiennent en proportion variable des éléments nutritifs nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Il est donc impératif pour un diabétique de savoir que contient son assiette. Le matin, je prends mon petit déjeuner bien comme il faut, sans sucre bien sûr. J'évite les croissants et tout ce qui est excessif en sucre, en glucides. Donc, l'après-midi, je déjeune normalement. Et le soir, j'essaie d'éviter de manger lourd. Je prends quelque chose de léger. Des salades ou la chaja, et c'est tout. أنا عندي مرض السكر. قلت لك ما ناكلش الحلويات، ما ناكلش البنان، ما ناكلش الياهوت، ما ناكلش الطعام، ناكل غير الحوايج اللي قال لهم الطبيب، ناكل الخضره، ناكل الخبز، كسره، جواز، عدس، لوبيا، هذوك الحوايج اللي ناكلهم ميضا. On l'aura compris, le malade diabétique doit avoir une bonne connaissance de l'alimentation en général, des aliments autorisés. Et puis, il faut acquérir des connaissances techniques. Qu'est-ce un indice calorique, un sucre rapide, un sucre lent, par exemple? L'OMS a préconisé que le régime dit, entre guillemets, du diabétique est un modèle pour toutes les personnes, même saines. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux diabétiques? On demande d'abord, pour son alimentation, c'est qu'elle soit variée. C'est-à-dire qu'elle doit contenir ce que nous avons donc dans notre alimentation, à savoir les féculents, à savoir les fruits, à savoir l'eau, à savoir la lutte, donc les légumineuses, les crudités, donc tout ce que nous mangeons. Pour les sucreries, donc tout le monde actuellement est d'accord pour consommer ce qu'on appelle les sucres ayant un indice glycédique bas ou moyen. Qu'est-ce que ça veut dire l'indice donc glycédique bas ou moyen? C'est-à-dire c'est des sucres qui sont absorbés lentement au niveau de l'intestin. Voilà donc, la modification dans les bons sens des comportements alimentaires est nécessaire à l'équilibre de la maladie diabétique, seul garant d'une longévité en bonne condition physique.
Le monde célèbre donc 14 de ce mois, la journée internationale du diabète, journée placée cette année sous le thème de la famille et le diabète. Avec nous pour en parler deux spécialistes, une qui va nous rejoindre dans quelques instants. Avec nous présent docteur Laïfa Mohamed, diabétologue, président de l'association algérienne de la recherche médicale et également président de la société francophone du diabète. Merci. Pardon? Je suis membre. Ah, membre, voilà. Donc, c'est un bon présage. Bon, membre aussi de la société francophone du diabète. Merci d'être avec nous pour parler justement du diabète. Une prévalence aujourd'hui plutôt inquiétante puisqu'il s'agit de 10, 11, voire 12% de la population qui est concernée, qui est touchée. On parle plus de maladie, mais carrément d'épidémie. Effectivement, parce que d'épidémie, pourquoi? Parce que c'est une maladie qui avance très vite et qui touche et qui n'épargne pratiquement aucun âge, pas de sexe, pas de catégorie de personnes particulières qui vont être atteintes par le diabète. Donc elle se présente sous la forme, parce que nous, dans le coma, on connaît une épidémie, elle doit être toujours une pathologie infectieuse, donc qui passe d'une personne à une autre. Mais là, effectivement, elle n'est pas une pathologie infectieuse, mais vu la vitesse de son... et la rapidité et surtout sa prévalence qui a tendance a été multipliée par 3 pendant les 20 dernières années. En l'an 2000, elle était l'ordre de 4,6%. Aujourd'hui, on s'approche de 12%. Alors qu'il y a l'étude, c'est une étude qui est lancée en 2016 de Stepwies, et probablement elle va nous étonner par des chiffres voire même plus élevés. Et quand je dis plus élevé, c'est plus élevé chez nous, parce que dans le monde, cette prévalence n'est pas la même partout. Et malheureusement, on détient les chiffres les plus élevés, et ceci n'est pas bon du tout. Bien sûr, les causes sont diverses et multiples, mais dans tous les cas, qui dit une prévalence élevée, dit un nombre de diabétiques élevé. Et bien sûr, ça va de soi que les complications vont être là. Et puis, comme vous le savez peut-être, le diabète était la 7e cause de décès il y a 18 ans environ. Maintenant, elle passe à la 4e place de cause de décès partout dans le monde, pas uniquement chez nous. Donc, c'est un coût social élevé, c'est un coût matériel élevé. Et puis, par rapport aussi à la qualité de vie de ces patients, parce que effectivement, ce n'est pas le diabète lui-même qui tue, mais ses complications. Et ça, c'est la particularité effectivement du diabète. Vient de se joindre à nous docteur Oumnia Idir, qui est médecin nutritionniste et médecin spécialiste en médecine esthétique. Merci d'être parmi nous, bien qu'en retard. Mais bon, c'est justifié parce que vous faites partie d'un congrès. On reviendra en parler tout à l'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors avec vous, ça va être le volet nutritionnel, le volet hygiène de vie. Mais avant, on va faire le point sur le diabète type 2. On va commencer avec ce diabète-là qui est, j'allais dire, il se propage plus que d'autres types de diabète. Le diabète type 2, déjà, il représente dans les états diabétiques comme la maladie qui représente 85 à 90%. Parce que les gens doivent savoir que les diabètes, il y a une dizaine de types de diabète. Donc le diabète type 2, c'est le plus connu. Diabète type 1, c'est le diabète qui concerne les enfants et les adolescents. Ils sont... pratiquement, ce sont des maladies, je parle de diabète type 1, c'est une maladie auto-immune. Ça n'a rien à voir avec les conditions de prolifération de diabète type 2.
Mais les autres diabètes existent aussi. On a des diabètes, ce qu'on appelle les diabètes maudits, les diabètes mitochondriales, les diabètes secondaires à d'autres maladies. Ce sont des diabètes qui sont plus ou moins guérissables parce qu'ils sont en général temporaires et qui sont liés à d'autres anomalies qui ne sont pas les plus connues. Le diabète type 2, effectivement, c'est entre 85 et 90% de tous les des diabètes qui existent, sont les plus connus, ils sont liés directement à l'hygiène de vie, à comment on vit, qu'est-ce qu'on mange et comment on bouge, comment... Alors que généralement, les gens pensent que c'est beaucoup plus le facteur héréditaire, c'est faux. C'est un facteur... Non, il joue un rôle important. Il y a effectivement une neurone beaucoup plus proche d'un diabète quand on a un diabète dans la famille, d'un parent de premier degré, comme la mère, le père, les sœurs et frères. On est beaucoup plus exposé à d'autres, effectivement. Un terrain génétique. Mais ce n'est pas une relation, il n'y a pas de relation de cause à effet. C'est parce que mes parents sont diabétiques, je dois devenir forcément un diabétique. Mais en réalité, ce qu'on hérite de nos parents, ou de notre environnement, ce sont beaucoup plus les mauvaises habitudes. Alors si on a une alimentation particulière, et c'est ça, à mon point de vue, l'héritage réel qui vous expose plus vite à attraper un diabète à un âge avancé. Le problème, c'est que pendant des années, le diabète type 2 en particulier était connu et révélé à un âge assez avancé, au-delà de 50 ans par exemple. Ces dernières années, on trouve le diabète type 2, bien sûr, plus précocement, et ceci pose un problème important par rapport d'abord à l'évolution de la maladie. La maladie, elle peut évoluer pendant 20, 30 ans et bien sûr, c'est une maladie qui évolue à bas bruit, elle va présenter par la suite des complications qu'on ne sait les gérer, mais quand on attrape cette maladie déjà à 30 ans ou à 35 ans, c'est-à-dire le parcours va être un peu plus lent et parsemé de beaucoup de problèmes de santé qui vont survenir par la suite. Après. Docteur Omnier, la transition nutritionnelle, donc on va en parler avec vous, la transition nutritionnelle avec les bouleversements apportés par la modernisation dans nos modes alimentaires, liés pour beaucoup, docteur Laifa vient de le mentionner, donc l'hygiène de vie, l'alimentation est le premier facteur justement qui peut aggraver le diabète ou le provoquer. Absolument, comme disait docteur Laifa, effectivement, on n'hérite pas du diabète type 2 de nos parents, mais on hérite de leurs mauvaises habitudes qui ont entraîné le diabète type 2 en premier lieu aux parents, ensuite à leur progéniture. Effectivement, la transition économique actuelle fait qu'on a beaucoup plus une alimentation beaucoup plus riche, beaucoup plus grasse, beaucoup plus sucrée, beaucoup de sucre caché. Et quand il y a des gens qui ne se rendent pas compte, ils disent moi je ne mange pas de sucre, mais comment ça se fait alors qu'il y a beaucoup de sucre caché dans beaucoup d'aliments. Et c'est par rapport à cette transition économique et ces personnes qui mangent beaucoup dehors également. Avant, l'alimentation était plutôt à la maison, donc là maintenant on passe à une alimentation plutôt externe, à l'extérieur. Et c'est pour ça que le diabète type 2 actuellement apparaît beaucoup plus tôt que ce qu'il y avait dans le temps où on était entre 50 et 60 ans pour arriver. J'imagine que vous remarquez ça pendant vos consultations. Absolument, absolument. Donc l'alimentation est très riche en gras et en sucre, et en particulier en sucre. Donc l'idéal, c'est évidemment, on ne va pas abolir complètement. On a toujours besoin d'un goût dans notre alimentation, un aliment qui a du goût. Donc on ne va pas complètement éliminer, mais on va substituer ou voir, montrer, expliquer comment cette personne devrait se réalimenter en sucre lent. Par exemple, on va arrêter le pain blanc pour le substituer avec un pain complet avec des fibres qui vont être beaucoup moins vite absorbées. Donc il y a toujours un sucre caché dans le pain complet ou le pain aux céréales, mais n'empêche que l'absorption intestinale est beaucoup plus lente parce que les fibres vont empêcher une absorption maximale. Il faut avoir évidemment une alimentation riche en fibres, en fruits et légumes, mais évidemment on n'oublie pas les glucides. Les glucides sont importants aussi dans notre alimentation, en particulier au petit déjeuner et au déjeuner. Mais après le petit déjeuner,
là aussi, chez certains diabétiques, ils ont, je pense que Dr Laifa va me confirmer ça, ils ont ce qu'on appelle une hyperglycémie de l'aube et de l'après-l'aube. Donc il y a une néoglycogénèse qui se fait au niveau du foie. Il y a des personnes qui se réveillent avec une glycémie assez élevée, même s'ils n'ont pas pris une alimentation riche la veille. Hein. Donc il y en a qui disent, bon, parce que j'ai mangé la veille quelque chose de sucré, etc. C'est vrai, Dr Laifa ? C'est vrai, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'imprégnation hormonale. Au moment où on se réveille le matin, on se réveille avec une bouffée de glucose qui va être sécrétée par le foie, parce que le foie va en quelque sorte vous en procurer une partie de l'énergie nécessaire le matin, parce que la nature c'est comme ça, le bon Dieu nous a créés de cette façon, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir ou de trouver un petit déjeuner le matin. Donc c'est un peu les réserves dont on parle. Exactement. Et puis on a cette hyperglycémie le matin. Effectivement, même les diabétiques ne se ressemblent pas. Au début, les diabétiques, ils ont des problèmes de ce qu'on appelle l'hyperglycémie postprandiale après les repas. Mais en réalité, parfois, on a ce qu'on appelle les hyperglycémies modérées le matin. Et c'est ce genre de situation qui va définir, c'est pour ça que quand on diagnostique un diabète, on préfère d'abord prendre une glycémie à jeun. Et il y a des normes qui sont connues maintenant et qui sont au-delà de ces normes-là, de ces chiffres-là, répétés 2 fois, on déclare que vous êtes ou non diabétique, alors que d'autres non. Il arrive que, comme disait le docteur, c'est effectivement, et il arrive d'avoir une imprégnation hormonale correcte au début, donc des glycémies le matin normales ou à la limite de la normale, donc proche des chiffres pathologiques, mais pas au-dessus de ces chiffres pathologiques. Mais malheureusement, ils ont des problèmes postprandiaux. Quel type de problèmes postprandiaux? Eh ben, ce sont des problèmes quand on mange, la glycémie monte trop vite. Et le problème, c'est qu'une hyperglycémie n'est pas facilement perceptible par la personne. On ne le sent pas venir. Et chez ces personnes-là, on le diagnostique le diabète d'une autre façon. On fait ce qu'on appelle la charge glucosée. Donc, on va lui donner une charge de glucose de 75 grammes de glucose et il va l'ingérer, bien sûr. Et on va reprendre la glycémie 2 heures après. Et là, on aura d'autres chiffres et d'autres seuils qui sont connus. S'il dépassait ces seuils-là, on le déclare aussi comme diabétique, quel que soit le chiffre du matin. Exact. C'est dire que voilà, c'est une maladie assez complexe quand même. Hein. Il faut suivre, il faut comprendre surtout la maladie. On parlera d'ailleurs de l'annonce de cette maladie avec vous, docteur. J'aimerais juste m'arrêter sur un point qui est l'activité sportive, et l'activité physique et la sédentarité. C'est des mots qui reviennent très souvent chez le patient donc, diabétique et qui posent problème. Effectivement, de toutes les manières, quelle que soit l'adaptation alimentaire que nous instaurons à nos patients en fonction de cette glycémie à jeun et de la glycémie postprandiale et éventuellement de la glyquée, pour savoir comment ajuster les repas du matin, du midi et du soir, effectivement, l'activité physique est importante. Hein. Donc, quand on fait pour des personnes, en général, les personnes qui ont un diabète type 2 sont toujours en surpoids, souvent en surpoids ou obèses. Donc, à ce moment-là, on va gérer également tout ce qui est gras périphérique, donc masse graisseuse périphérique, mais il faut aussi faire attention à la masse graisseuse intra-abdominale, qui est en rapport justement avec ce diabète type 2, une hypertension, une hypercholestérolémie, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, quand il y a tous les critères établis. Donc, à ce moment-là, ce gras intra-abdominal qui est considéré comme le gras pathologique, on ne peut pas le gérer avec une adaptation alimentaire simple. Il faut absolument insister sur le fait il faut une activité physique pour diminuer ce gras intra-abdominal et pour éventuellement remettre les chiffres glycémiques à des taux plus ou moins normaux, évidemment avec un traitement et une adaptation alimentaire. En fait, c'est multidisciplinaire. Hein. Donc, il y a l'alimentation, l'hygiène alimentaire, l'activité physique. Je ne parlerai pas de sport, je parlerai d'une activité physique, c'est-à-dire une marche. On n'est pas obligé d'avoir une activité physique intense, il faut une activité physique lente et longue. Il vaut mieux aller dans l'endurance que dans l'intensité. Et évidemment, le traitement est instauré par le médecin et évidemment une hygiène alimentaire adaptée à un diabétique. En fait, c'est pas une alimentation comme on gère une alimentation d'un obèse ou d'un surpoids. On va en parler, mais juste, docteur Laifa, est-ce que vous préconisez, vous conseillez justement, ou vous ordonnez carrément à vos patients d'avoir une activité physique? Évidemment.
Évidemment, Peu parce que importe le type de diabète alors, pratiquement, peu importe le type, non. Mais peu importe, d'abord, si nous sommes dans le diabète type 2, parce que si on était dans le diabète secondaire, donc il faut soigner la raison causale, la chose qui a entraîné cette situation, qui sont assez rares, mais pour ne pas dire dans tous les cas de diabète. Mais dans le diabète type 2, effectivement, parce que peut-être c'est ce manque d'exercice physique, ce manque d'activité physique, parce que ce qui a caractérisé les choses pendant ces dernières décennies, c'est qu'il y a eu deux choses qui sont arrivés en même temps. D'abord, on commence à vivre de plus en plus dans le confort, donc on ne marche plus, on ne travaille plus dans les champs, on ne travaille pas dans les chantiers, donc on prend du transport, voilà. On est soit dans les véhicules, soit dans les bus, les trains, des métros et tout. Donc il y a une activité physique qui baisse. Alors, à l'antipode, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pire encore. Il y a une alimentation riche en sucre, riche en gras, riche c'est-à-dire les pâtes et tout ça. Alors, ce sont des choses qui vont vous exposer à avoir des apports énergétiques très importants. Et puis, ces apports ne sont pas brûlés, qui ne sont pas métabolisés. Et le corps humain, il est fait de telle sorte, il a cette capacité, bien sûr, parce que nos aïeux, nos grands-parents, ils prenaient, c'est vrai, ils ne prenaient pas beaucoup de glucides, mais surtout le gras. Nos aliments les plus connus et les plus sont très riches en matière grasse. Mais à la différence, ce sont des gens qui bougeaient, qui parlaient, qui suaient, qui marchaient. Les gens, avant, un truc simple, les enfants, avant, on allait à l'école en marchant, à pied. Maintenant, il est pratiquement ramassé de l'école, comme on utilise le terme. Donc, il est pris jusqu'à l'école. Donc, et ce sont des habitudes qui commencent très tôt dans la vie. Je voulais attirer votre attention sur un point très important parce que les gens ne savent pas peut-être la différence entre un surpoids et une obésité. Il faut savoir que ceci est calculé en fonction de ce qu'on a d'une équation simple qui est un rapport entre le poids et la taille, ou du moins le poids et le carré de la taille, et qui donne des chiffres. Donc, quand on est inférieur à 25, on est dans un poids normal. Si on est de 25 à 30, on est dans le surpoids. Et au-delà de 30, on parle de l'obésité. Or, il faut le dire que le 25-30, c'est le surpoids, mais c'est la zone la plus dangereuse et elle expose surtout à certaines maladies cardiovasculaires. Reste le point le plus important qu'il a été évoqué à l'instant, c'est cette obésité abdominale. Donc on est passé de l'obésité générale à l'obésité spécifique. Pourquoi? Parce que ces graisses sont insulino-résistantes, ce sont eux qui sont responsables bien sûr des Très bien. Je vais me permettre de vous interrompre juste quelques instants donc pour écouter Adan Al-Asr. À tout de suite. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. On revient donc à notre plateau et donc on va poursuivre avec, on parlait de l'activité physique, on va évoquer quelques points. Donc la perturbation du sommeil et le stress, c'est aussi des facteurs. Je ne sais pas, moi je vous pose la question que n'importe quel, j'allais dire patient ou alors téléspectateur peut donc se poser. C'est, ils disent que voilà, le stress, le diabète, le manque de sommeil, et tout ça, est-ce vrai, docteur? Alors pour le stress, pour le manque de sommeil, ça fait partie des symptômes du stress en général, mais le stress lui-même, il est considéré comme un facteur déclenchant. On associe souvent stress au choc, parce que j'ai subi un choc. Effectivement. J'ai eu. Donc il y a un choc, une situation difficile, très difficile, rupture sociale, problème de travail, problème continu, surtout quand il dure dans le temps. Oui. Donc il va favoriser, n'oubliez pas que le stress va entraîner la sécrétion importante de certains nombres d'hormones qui favorisent le glycogénèse, c'est-à-dire il favorise la sécrétion de glucose dans le sang. Donc il ajoute un facteur supplémentaire par rapport aux apports déjà extérieurs. Ça c'est un. Deux, il ne peut pas être un facteur causal. Ah bon? À jamais. Il est un facteur déclenchant. Pourquoi? Parce que si la même personne va regarder un petit peu dans le rétroviseur, il va voir pendant toute sa vie, il a dû subir des chocs très très importants et malgré ça, il n'y avait pas un diabète. Donc il y a une situation qui est prédisposée à développer le diabète, le stress s'installe, les hormones sont perturbées, eh ben, le diabète apparaît, tout simplement. Mais il faut qu'il y ait d'abord un terrain, une prédisposition à la situation et ce choc ou cette situation stressante va bien sûr accélérer un petit peu le processus. Pour ce qui est du manque de sommeil, le manque de sommeil comme le stress également, c'est tout un processus qui fait que ce manque de sommeil ou ce stress, comme disait le docteur Laifa, va provoquer une sécrétion d'hormones. Et ces hormones et la prédisposition et ce syndrome métabolique et cette obésité abdominale, il faut savoir que le manque de sommeil fait grossir. Dans le temps, on disait, bon, elle dort trop, donc elle prend du poids. Eh bien non, le manque de sommeil provoque un surpoids et après c'est un cercle vicieux et ce surpoids va donner une obésité abdominale et va donner au final, avec une sédentarité et une mauvaise hygiène de vie, va provoquer à l'occasion d'un stress, va enclencher et déclencher ce diabète type 2 qui est en rapport toujours, en fait c'est un cercle vicieux. Chaque situation va enclencher une autre situation et la finalité est ce diabète type 2 qui, au fait,
qui est en rapport avec toutes ces années-là de mauvaise hygiène de vie et de sédentarité et ce manque de sommeil également. Pour ce qui est des diabétiques, il ne s'agit pas juste donc d'un régime classique, interprété très souvent comme une punition pour les patients. Ils se voient privés de plusieurs aliments, ils s'imaginent qu'ils vont subir un régime strict. Or que c'est faux, il y a beaucoup de menus spécifiques que vous conseillez à vos patients, notamment les diabétiques, pour faire en sorte de ne peut-être pas se priver, de ne pas sentir cet isolement quelque part, cette situation. C'est à travers des menus spécifiques. Au fait, le menu spécifique du diabétique, après, comme on disait, on fait d'abord un diagnostic sur est-ce que c'est un diabète qui se manifeste en postprandial ou est-ce que c'est un diabète en matinée, etc. pour ajuster. Par exemple, si c'est un diabète de l'aube ou de l'après-l'aube, on va éviter les glucides le matin, on va essayer de manger un peu moins de glucides. Si c'est en postprandial aussi, mais enfin, il n'y a pas de grosse privation. C'est vrai qu'on va éviter le sucre rapide, tout ce qui est sucre. À vrai dire, il y a des aliments à bannir, carrément. Absolument. Ça, je pense que on va substituer. Donc, on a d'autres sucres substitutifs. Disons chimiques, on essaiera d'éviter. Après, il y a d'autres sucres à base de poudre de date, quand on en parlait la dernière fois, de la stevia, etc., qu'on peut substituer. Mais enfin, à partir du moment où on a des sucres lents, en fait, ce qui leur manque, c'est ce goût sucré. D'accord? C'est ce goût sucré. C'est que le palais, le palais, en fait, qui devient... Voilà, exactement. Donc, ce goût sucré, on peut l'avoir avec des fruits, on peut l'avoir avec de la poudre de date, on peut l'avoir avec pas mal, pour ceux qui ont les moyens, avec du sirop d'érable, etc. Et à partir de là, donc, on peut éventuellement ajuster notre régime pour le diabétique, évidemment en faisant une activité physique, sans pour autant arriver à l'hypoglycémie aussi. Donc, il faut penser qu'il faut avoir des repas équilibrés avec des glucides, avec évidemment des fruits et légumes, avec des protéines. Évidemment, même les protéines, on essaiera d'essayer d'avoir des protéines et quand on parle de gras aussi, on essaiera d'avoir des acides gras de bonne qualité, de la série 3, donc des oméga 3. On peut avoir aussi, on a toujours besoin d'un peu de gras, donc on évitera le gras cuit, mais on donnera toujours des acides gras monoinsaturés comme l'huile d'olive qui est importante. Donc il faut qu'il y ait un goût. Donc c'est très important qu'il y ait un goût dans notre alimentation et on substitue, on ne va pas donner 0 gras, on ne va pas donner 0 sucre, mais on substitue. Il faut qu'il y ait une palatabilité, donc il faut qu'il y ait un goût dans leur alimentation. Donc on substitue avec le sucre, on donne des glucides. Au petit déjeuner et au déjeuner, on évitera les glucides le soir, sauf si le patient se plaint et nous dit qu'effectivement par rapport à son traitement du type 2, parce qu'il y a des traitements qui provoquent des hypoglycémies. Si on prend un traitement qui peut provoquer une hypoglycémie, donc à ce moment-là, on va surveiller le patient, on va leur dire, il va nous donner une fiche de tout ce qu'il mange dans la journée et à quel moment cette hypoglycémie est provoquée, avec quel aliment. Donc à ce niveau-là, on peut être en contact avec le centre diabétologue pour dire effectivement on a une hypoglycémie par rapport à ce traitement-là, parce qu'il y a des traitements qui donnent l'hypoglycémie, il y en a d'autres non. Donc on peut éventuellement substituer ou bien ajuster le régime en fonction du traitement qu'il a si sa glycémie est bien équilibrée. Quelque chose à rajouter, Dr Laifa? Alors, moi, on reste toujours dans le type 2. Hein. Absolument. Alors moi je voulais ajouter quelque chose qui est assez peut-être répandu et qui n'est pas très connu par le commun des mortels. C'est qu'un diabétique, il vient me voir et il me dit, voilà, j'ai des envies qui sont de plus en plus impérieuses pour les sucres, alors que je n'avais pas ça au départ. Alors il faut savoir que d'abord, dans l'absolu, les besoins quotidiens, que vous soyez diabétique ou non, sont pratiquement les mêmes. Un diabétique ne doit pas manger moins, il doit manger de façon plus prudente. Parce qu'il a un problème, parce que le sujet normal, c'est un sujet qui arrive à corriger un petit peu ses glycémies. Il arrive à le corriger quand on fait des bêtises, en quelque sorte, voilà notre pancréas qui corrige.
Le diabétique, il a un pancréas qui est fatigué, il ne corrige pas assez et attend surtout. Donc il a des hyperglycémies. Mais quand on mange, nous tous, on a des aliments qui sont dans l'intestin, ils sont absorbés les sucres ils passent dans le sang, l'insuline, c'est un transporteur, il va prendre le glucose, il va l'emmener à la cellule. Chez le diabétique, le problème, c'est qu'il n'a pas assez de sucre, il n'est pas plus sucré que nous, hein, pour que ça soit... Il est moins sucré que nous. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de sucre dans les tissus et dans les muscles. Il a tous les sucres qu'il a envoyés, ils continuent à tourner dans le sang. Et c'est pour ça que chaque fois quand on prend la glycémie, on la trouve élevée. Ce qu'il a mangé n'est pas arrivé à destination. Et c'est pour ça qu'il a toujours, ce sont ses tissus et ses muscles qui réclament le sucre. Et quand il ajoute le sucre, il ne fait que exagérer déjà sa glycémie qui est déjà élevée. Et c'est ce cercle vicieux. Le médicament, il y a des médicaments qui agissent à plusieurs niveaux. Ceux qui vont donner directement l'insuline parce qu'ils n'en ont pas assez, ou bien ceux qui vont sécréter davantage la glycémie, ou bien des médicaments qui vont ouvrir un petit peu ces cellules pour que le glucose rentre. Je comprends mieux maintenant pourquoi on l'appelle maladie vicieuse. C'est vraiment... notre anatomie joue. Et cette glycémie, physiopathologie du diabète est assez complexe. C'est pour ça que les traitements sont, je pense, ajustés en fonction de cette complexité. Donc, et cette glycémie, plus elle est élevée, c'est pour ça qu'on appelle ça la glycémie, plus elle est élevée, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie chronique. C'est à ce moment-là qu'elle commence à toucher les autres organes, l'un après l'autre, les yeux, les reins, les artères et tout ça. Et à la langue, elle va bien sûr entraîner des complications qui sont très difficilement gérables par la suite. Un mot sur le diabète gestationnel qui n'est pas en reste. C'est vrai que ça peut être des fois un diabète occasionnel, comme l'appellent certains, mais qui est un diabète qui est assez important à prendre au sérieux. Sinon, comme vous le dites, il peut continuer avec la personne, enfin avec la maman, et voire avec le bébé. Et, un petit mot sur le diabète gestationnel. Alors le diabète gestationnel, il est dans tous les cas, il est passager. S'il continue... Il ne s'installe pas? Non, normalement, il ne s'installe pas immédiatement. Donc, si un diabète est révélé pendant la grossesse et il continue après la grossesse, là, on parle d'un diabète type 2 méconnu. Donc, la parturiente, fort possible, elle était diabétique type 2, mais qu'elle n'avait pas assez de symptômes visibles. Donc, cette hyperglycémie n'a été révélée que pendant la grossesse, et c'est pour ça qu'elle continue par la suite. Mais le diabète gestationnel, c'est une anomalie de la glycémie chez la femme enceinte pendant, en général, le deuxième trimestre de la grossesse. Et là, il y a un petit détail qui doit être connu parce qu'il y a des patients qui viennent, des parturientes qui viennent me voir, ils me disent, voilà, mon gynécologue me dit, vous avez à peine 1 gramme 0,5 et vous avez un diabète gestationnel. Alors qu'elle sait, dans la famille possible, qu'il y a eu des 1,20 et il n'était pas encore déclaré comme diabétique. Il faut savoir que les seuils de définition d'un diabète gestationnel sont différents d'un diabète type 2. Un diabète type 2, on le définit quand la glycémie dépassait les 1,26 g par litre, le matin, à jeun, à 2 reprises. La femme enceinte, si la glycémie dépassait le 0,92, on appelle ça un diabète gestationnel. Pourquoi? Parce que toute femme enceinte, qu'elle soit diabétique ou non, elle a une physiologie de telle sorte que les glycémies sont abaissées pendant la grossesse. Et ses besoins sont diminués pour stocker les apports et pour préparer et pour stocker ceci pour le bébé. Et donc les glycémies doivent être basses. Si les glycémies sont légèrement élevées, on considère déjà que c'est une anomalie et qu'il fallait la soigner, soit par un régime alimentaire correct, adapté dans un premier temps, et dans le cas échéant, et si ça ne marchait pas, on est obligé de passer à l'insuline et pas aux médicaments par voie orale. D'accord. On va parler des mois d'envie, mais brièvement, docteur Idir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il y a encore des points que j'aimerais donc soulever avec vous. Les mois d'envie, les premiers mois d'envie peuvent être des déclencheurs au diabète gestationnel. C'est parce que là, on mange, on a des envies particulières, notamment de sucre et de sel. C'est sûr que l'alimentation pendant les mois
d'envie sont très différentes. Il y en a beaucoup qui ont des envies un peu particulières, de zlabia et d'autres, et qui n'ont pas l'habitude de manger tout ça. Après, ce n'est qu'un facteur déclenchant. Il y a la prédisposition déjà qui était là, hein, donc ce n'est qu'un facteur déclenchant, effectivement. Et là, il y a un régime spécial, comme a dit Dr Laifa. Le régime chez une femme enceinte, on ne peut pas parler de régime, hein, donc on ne peut pas instaurer un régime chez une femme enceinte, c'est une alimentation saine. On va juste lui donner des conseils nutritionnels avec beaucoup de fibres, beaucoup de légumes et fruits, et on ne peut pas instaurer un régime alimentaire. On aurait pu l'instaurer avant la grossesse, surtout chez une femme qui tombe enceinte avec un surpoids ou une obésité. Ça aurait été plus intéressant qu'elle perde du poids avant, mais pendant la grossesse, seulement il faut gérer, il faut éviter qu'elle prenne beaucoup de poids, évidemment, par rapport à 1 kilo par mois. Donc c'est juste gérer ça, donc avoir des consultations régulières pour ne pas aller dans l'excès et prendre 20 kilos pendant la grossesse. Corrigez-moi si je me trompe, l'annonce de cette maladie aux patients fait partie ou pas de votre métier? Ah oui. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qui est très bien pris en charge, surtout par les professionnels de la santé en général. Hein. On n'annonce pas tous de la même façon une maladie. On annonce pas. Si on annonce un diabète type 2, il y a toujours un thème particulier. Comment on annonce la maladie, dans quelles conditions, quels sont les mots qu'on choisit, qu'on les fait passer, qui ne choquent pas. Parce qu'un diabétique, peu importe qu'il soit diabète type 1 ou type 2, se souvient parfaitement du jour, du moment et de l'heure où on lui a dit pour la première fois que vous êtes diabétique. Donc si ceci se passe dans des conditions incorrectes, donc probablement il va être marqué pendant toute sa vie. D'où l'importance de savoir annoncer la maladie. Soit pour le diabète type 1, pour les enfants, c'est beaucoup plus qu'il faut savoir traiter avec les parents, parce que ce sont eux qui reçoivent le choc et pas l'enfant. Parce que l'enfant, peut-être qu'il n'est pas au courant, forcément, il n'est pas encore conscient de ce qui lui arrive. C'est les parents qui... Et l'adolescent, un peu plus, c'est très fragile aussi par rapport à son âge. Avec la période d'adolescence. Et pour les personnes adultes, dites adultes, ces personnes-là doivent annoncer la maladie d'une façon particulière en fonction du tempérament, du caractère, de la force du caractère des uns. Il y a des gens qui acceptent la maladie et lui disent oui, d'accord, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a d'autres qui vont refuser pendant longtemps et il va être choqué. Docteur Laifa, j'ai eu beaucoup plaisir donc, à vous recevoir, mais posez-moi la question, comment j'ai connu Docteur Laifa? À travers une page Facebook. Alors une page Facebook que je suis régulièrement et qui a atteint les 70 000 abonnés, ça fait même pas une semaine, on va dire ça, et qui est avec l'Algérie en tête, la France par la suite, donc suivie par 70 millions d'abonnés, ce n'est pas rien. Une page Facebook qui est, j'allais dire, alimentée au quotidien, avec des articles, des reportages, des sondages, j'allais dire, comment on les appelle, des chiffres, voilà, des statistiques qui concernent et le Maghreb et l'Algérie et aussi donc partout dans le monde. Les pays francophones. Voilà. Oui. Donc c'est une page que vous gérez vous-même, que vous alimentez. J'ai une assistante qui m'aide à la gestion technique, mais bien sûr les données scientifiques, c'est moi qui les supervise. C'est une page qui est dédiée au public, au grand public, aux inconnus, justement pour accéder à l'information. Et l'information est très simple, elle est très fluide, elle est très, même pour les gens qui sont profanes, on va dire, qui s'intéressent à la maladie, elle est très explicite, et c'est ce qui fait, on va rappeler la page Facebook. C'est la page qui est en nom du docteur Laifa Mohamed. Mais justement, c'est parce que d'ailleurs le titre, ou du moins l'emblème que j'ai ajouté, c'est que le droit de savoir. Donc il y a le droit de connaître sa maladie, il doit connaître tout parce qu'elle vous accompagne. Et là, vous avez cité tout à l'heure quelque chose de très important. Vous avez dit que l'OMS définit cette année comme la famille et le diabète. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le diabète, c'est une histoire de famille et c'est toute la famille qui est engagée, toute la famille qui est concernée. Donc, elle va accompagner le patient pendant toute sa vie, et donc, elles doivent savoir. Il y a des gens qui sont sur la page, qui sont des professionnels de la santé aussi, qui sont là. Et qui s'informent. Il apporte des commentaires, il ajoute des choses, mais aussi des familles de diabétiques, surtout quand certains diabétiques sont tarés, ou bien ils ne comprennent pas assez, ou bien ils reçoivent ces informations et ils la passent pour le... Je rappelle que vous êtes donc diabétologue et président de l'association algérienne de la recherche plutôt médicale et membre de la société francophone plutôt du diabète. Docteur Idir Oumnia, alors elle est aujourd'hui venue en retard ou à l'èche parce que vous participez donc à un congrès.
Un congrès qui se déroule en ce moment même, qui a commencé hier. Oui, c'est le deuxième jour. Qui a commencé hier, je trouve plus, mais là, de dermatologie et de médecine esthétique et de nutrition. Donc, nous étions là-bas, donc on a participé à ce congrès. Voilà, c'était excellent. Et puis voilà. Je rappelle que vous êtes là aujourd'hui aussi parce que vous avez suivi une formation il y a pas très longtemps concernant le diabète. Exactement, oui, exactement. Formation sur la nutrition thérapeutique et métabolique. Donc, en particulier, on a fait beaucoup de diabétologie et c'est une formation qui a été assurée par des diabétologues et qui a été faite par l'association, donc par l'AFERO, l'association française d'études et de recherche sur l'obésité dont je suis membre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a donc c'est pour dire que les médecins qu'on reçoit à ces week-ends, c'est des médecins qui sont en perpétuelle formation, en perpétuelle quête d'informations, surtout concernant donc les pathologies qu'ils soignent ou qu'ils suivent. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Dr Idir. Merci Dr Laifa. Je vous donc invite à retrouver les invités du deuxième plateau juste après ce reportage de Anissa Bouzi. Tout de suite. تاع دركا يحب يدير كيما يحب هو يحب يكون حرية مطلقة ما ياخذش حتى ريبة به في بعض الأحيان ولا أم ولا أي واحد يدير رايه والزواج راجع لعدة أسباب كاين مساكن ما عندهمش سكن كاين مساكن ما عندهمش خدمة كاين مساكين كيف ما قراوش ما درسوش مستقبل تاعهم مجهول. Ça c'est des choix personnels. Hein. Il y a des gens qui fuient les responsabilités. De dire, moi, je vais avoir une femme, des enfants, il faut aller faire les courses, il faut aller chez le médecin, il faut emmener les enfants à l'école, les ramener, les amener chez le médecin, les vaccinations, et ainsi de suite. Il y en a qui fuient les responsabilités. Hein. Donc ils préfèrent, c'est un choix, hein. Donc ils préfèrent rester célibataires, ce qu'on appelle des célibataires endurcis. Il n'y a rien d'endurci, c'est des choix. Moi je trouve que c'est des choix. Ils ne veulent pas... C'est-à-dire, s'ils ramènent une fille de bonne famille, يكذب عليها بعد واللي ما يقدرلهاش واللي ما يتحملش المسؤولية واللي justement يهرب على المسؤولية. Donc il rend sa femme malheureuse et ses enfants et sa famille. Donc moi je trouve que c'est courageux. Des fois c'est courageux de rester célibataire parce qu'il y en a qui ne supportent pas cette responsabilité. بعتهم هكذاك. كاين اللي يخاف من مسؤوليه كاين اللي يخاف فهمتي كاين بزاف حوايج. الرجال ما يحبوش يتزوجوا كاين ما يحبش المسؤوليه يتحمل المسؤوليه وكاين اللي ما عندوش سكنه ويجيب بنت الناس وكذايا منا العشيه انا حاصل بها وكاين ما يحبش عادي شغل ما يحبش. Entre-temps, l'Algérie compte aujourd'hui sur 35 millions d'Algériens, quelque chose comme 18 millions célibataires, un choix ou un mode de vie, on ne sait pas. Nous avons choisi d'en parler avec vous à l'occasion donc de leur journée. Bah oui, ils ont une journée, les célibataires, comme quoi, prévue le 11 de ce mois. Je me suis entourée donc de deux spécialistes, jeunes spécialistes. Il s'agit de mademoiselle Amel Hafsa Zioun, voilà, sociologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et de monsieur Mouhoum Khaled, qui est donc psychothérapeute. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le célibat, un choix, selon vos études, selon les statistiques, est-ce que c'est un choix ou alors c'est un mode de vie qu'on essaye d'adopter? Donc aujourd'hui, on parle de la société algérienne. Voilà, donc si je peux répondre, alors le célibat, il y a deux types de célibat. Il y a qui est donc un mode de vie, donc un choix, qui est, on peut dire, récemment connu en Algérie, et aussi qui est donc une situation obligatoire. Donc si on commence par la situation obligatoire, donc il y a des personnes qui veulent se marier, ils veulent trouver une bonne personne, mais ils n'ont pas eu cette chance. Donc dû à des facteurs divers, bien sûr.
il y a plusieurs facteurs. Donc, il y a par exemple le facteur économique. Donc, par exemple, pour un homme, donc, il y a la cherté de la vie, il y a le chômage, il y a le problème de logement. Donc, il y a aussi donc, les frais du mariage qui sont vraiment chers actuellement. Oui. Donc, cela peut lui proposer ou provoquer des problèmes pour le mariage. Il y a autre chose aussi, qui est donc, des facteurs sociaux, comme l'indépendance de la femme actuellement. Donc, quand on dit indépendance, ça veut dire quoi? Actuellement, la femme cherche à continuer ses études, à trouver un bon poste de travail. Donc, on peut dire une sécurité financière. Elle est financièrement à l'aise. Je ne sais pas s'il a hoché la tête ou vous avez hoché la tête. Mais je reviens à vous, parce que moi j'aime bien ces petits l'indépendance financière, on appelle ça comme ça. Oui. Donc, en d'autres termes, je vais vous la traduire en d'autres, voilà. Pas vraiment, mais qu'est-ce qu'elle veut, c'est qu'elle arrive d'abord à réaliser son objectif professionnel d'abord. Après, elle pense, voilà. Donc après, elle pense au mariage. Mais des fois, donc là, ça deviendra un peu tard pour certaines. C'est pour cela on dit actuellement, elle est célibataire. Pourtant, elle a peut-être 32 ans, 35 ans, 38 ans, etc. Donc, Docteur Mouhoub, le hochement, c'était par rapport à quoi? L'indépendance. Oui, c'est par rapport à l'indépendance et par rapport aussi à un choix. Un choix, non. C'est juste peut-être qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne. C'est juste peut-être elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ou bien il ne sait pas ce qu'il veut. Aussi, il y a le problème de... Peut-être il y a aussi un problème d'immaturité aussi. Il n'y a pas une certaine maturité, une certaine compréhension. C'est quoi le mariage? C'est quoi de s'engager? C'est quoi une vie de couple? C'est quoi une responsabilité? Il y a aussi le vécu psychologique de chaque personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes, où l'image du père, elle n'est pas vraiment bien et tout, bien l'image de la mère aussi. Oui, cette personne, elle est en quelque sorte... pas motivée du tout. Voilà, il y a aussi les traumatismes vécus par la personne. Il y a aussi, par exemple, il y a un traumatisme sexuel pendant l'enfance, ça lui empêche en quelque sorte de construire une vie de couple tranquille. Et la phobie de l'engagement aussi, qui est un point très très important, et vous venez de l'évoquer. On se voit mal gérer une famille, on se voit mal, même si on n'a pas de problème psychique particulier, mais on a peur de s'engager. Quelquefois, c'est prudent. Je trouve que c'est mature de faire le point avec soi-même et de dire je ne suis pas encore prêt. Avec voilà. Soi-même. Oui, avec soi-même. Avec soi-même. Oui, avec soi-même. Voilà, exactement. Le fait de faire le point avec soi-même. Le fait de... en quelque sorte, de mettre les choses en clair. Et le fait d'en parler aussi, parce que l'Algérien, il ne parle pas, il ne s'exprime pas, il ne discute pas, malgré qu'au fond de lui, ça bouillonne, ou là, au fond d'elle, ça bouillonne. Elle a envie vraiment de construire une famille, elle a envie d'être en couple. Certes, en quelque sorte, elle est dans la défensive. Pourquoi? Pour se protéger. Il y a aussi un point très important, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, je vais dire blabia, parce qu'il percute mieux en blabia, les femmes et les hommes sont devenus plus exigeants, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan, j'allais dire, psychique, physique aussi. On voit beaucoup de films turcs et donc ça bousille un peu l'image chez les femmes notamment. Chez les hommes aussi, on devient très exigeant. Arrivé à un moment... Oui, là on arrive au célibat, les célibataires ont durci. Avant, on va en faire, allez-y. Exactement, pourquoi? Parce que si on parle par exemple de la femme toujours, donc si la femme a un certain niveau intellectuel, un certain niveau financier, donc elle veut une personne comme elle. Donc c'est pour cela, moi je propose d'être un peu souple. Parce que si elle est en doctorat, ça veut dire pas elle va trouver quelqu'un en doctorat aussi. Si elle est riche, ça veut dire pas elle doit trouver quelqu'un qui est riche aussi. Mais elle doit être un peu souple. Donc dans le cas où elle cherche une personne parfaite, personne n'est parfait, comment c'est parfait? Nul n'est parfait et la personne parfaite n'existe pas parce qu'elle-même elle n'est pas parfaite, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Donc d'abord il faut être souple, accepter les défauts de l'autre personne, concentrer sur le positif. Quelques femmes ne se voient pas obligées de le faire, ça. Oui, donc, parce que pour elles... Mais avant d'accepter nos défauts des autres, il faut d'abord s'accepter soi-même. Non, mais homme ou femme, il y en a qui disent « moi, j'ai pas de défaut. Le défaut est dans mon vis-à-vis. Et je ne vois pas, allez, je ferai des efforts pour accepter l'autre. » De toute façon, moi, je suis quelqu'un dans le terrain. Je suis un psychothérapeute, thérapeute de couple aussi. Je reçois beaucoup de... ce genre de exactement, et de cas comme ou bien ça. une femme ou bien un homme qui veut vraiment s'engager et tout, pour demander des conseils.
ou bien pour parler de ses peurs, Oui. de ses exigences. Vous avez évoqué tout à l'heure, de toute façon, le problème des feuilletons turcs, tout, les exigences et tout. C'est dû à quoi? Il y a une certaine immaturité aussi. Oui. Franchement, oui. Et il y a une certaine immaturité psychologique. La personne n'est pas Avant, il y encore... avait une appellation, vous la connaissez, j'imagine, le mabnadar. Donc, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est après. Voilà. En quelque sorte, on se cache derrière ça. Mais au fond, Zil Mabnadar, El Mektoub et tout, non, combien de personnes a tapé dans votre porte au Koutila là? Oui, voilà, c'est ça. Et elle toujours, soit l'homme, soit la femme. Balak nalqa khair. بالك ما نزربش روحي بالك je vais en quelque sorte vous voyez oui يدخل dans une phase ou bien de doute aussi واللي يشك في روحه une femme lorsqu'elle dépasse la société aussi n'oublions pas la pression de la société اسمع وقتاش كاش ما كاين كاش جديد oui c'est des questions qui reviennent vous voyez oui une certaine pression بالك انت راكي تلعبيها بزاف راكي تكبري انت راك تشرطي vous voyez وين نزيدوا لهذا الاخر mais pour rebondir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure ما كان حتى واحد on arrive à un certain âge on n'a pas besoin ni papa ni maman ni frère ni sœur on a besoin juste d'une seule personne pour partager avec elle, pour construire. Il y a le sentiment de maternité aussi. Il y a tout ça, oui, qui est en jeu parce que au fur et à mesure avec le temps, avec les déceptions vécues par la personne, soit côté homme ou la femme, il n'y a pas une différence. La femme, elle est en quelque sorte affectée plus que l'homme. Même l'homme, lorsqu'il a vécu avec une personne et ça n'a pas marché, voilà, une mauvaise expérience aussi peut entraîner. Ça lui a en quelque sorte دايما خايف. هذه زعما راح تكون خير على الاخرى. Voilà, la comparaison. Voilà, et commence à comparer. ومن بعد بالك مع صاحبته اللي يخدموا معاه مع صاحبتها مع vous voyez ويبدا هذاك لو دوت ويدخل هذاك Il y a aussi la peur de l'échec et la peur de se voir confisquer ou perdre carrément sa liberté. Exactement, ça c'est surtout pour les hommes. Donc généralement c'est les hommes qui, enfin la plupart du temps, c'est les hommes qui ils ont peur de la responsabilité. Donc parce que si quelqu'un a un mode de vie donc un peu libre, donc il y a des amis, des soirées. Oui, là que ça dérange. Parce qu'il y a moins de contraintes. Non, moi je pense parce qu'il y a moins de contraintes, il n'est pas obligé de... Non, ça dérange pas, Dida, ça dérange. ما تقوليلوش من راه؟ Non. Jamais قلت له من راه؟ Si, mais c'est un réflexe. Voilà, alors, c'est algérien ça. Même si j'appelle sur le fixe, oui là. Mais après ça, je sais où j'appelle. Oui. Après c'est un réflexe. Oui, c'est un réflexe. Mais il y en a moi, qui ce que je veux dire, c'est l'habitude. C'est quelqu'un, c'est habitué à un mode de vie précis, d'être libre, d'être sans responsabilité, parce que c'est vrai au fond de lui, il veut être en couple. Il veut une autre personne, oui, il veut construire une famille, il veut une autre personne avec lui pour partager son avenir. C'est vrai, il veut ça au fond de lui, mais il n'avoue pas. C'est ça. Mais lorsqu'on décide de s'engager avec une personne, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est pas vous êtes marié et vous voulez garder le statut célibataire. Il est obligé de garder et combattre pour cette relation. Or, s'il n'est pas vraiment responsable et il n'est pas mature, il ne veut pas faire ça. Donc, je reviens à ce que j'ai dit au début, ça devient le célibat comme un choix. Donc, c'est ça. Deuxièmement, ça ne veut dire pas un choix, il ne veut pas être en couple, mais pour lui, donc, on attend un petit peu. Peut-être j'attends jusqu'à que j'achèterai peut-être une maison. Pour une femme, peut-être elle dit jusqu'à je trouve par exemple un bon poste, je serai, comme j'ai dit tout à l'heure, financièrement à l'aise. On ne sait jamais. Toujours la peur de l'échec. On ne sait jamais. Donc là, ça devient un petit peu un choix, même si au fond de lui, comme toute autre personne sur cette terre, on a toujours, tous, besoin de trouver une autre personne du sexe opposé, d'être bien avec cette personne, d'être donc en relation saine, parce que c'est ça, c'est une vie ou un mode de vie sain. Exactement. Et donc construire une famille et une nouvelle vie. Moi je ne poserai pas de questions parce que vos grimaces et vos hochements de tête vont tout dire. Donc allez-y. Bah, de toute façon, juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit, bon, de toute façon, un choix, non, je ne pense pas que c'est un choix. Un choix, je ne pense pas que c'est un choix, parce que c'est biologique, c'est au fond de... Bon, nous, en tant que psy, moi, si par exemple la personne, elle ne souffre pas, elle se trouve le canal, je suis bien comme ça, pas n'attache ma classe, d'accord. Mais je sais que fond d'elle, il a envie de se stabiliser, oui, il a envie de fonder un foyer. Il y a une différence, excusez-moi, il y a une différence entre celui qui a envie, il essaye, ok,
une personne qui a envie, elle essaye de trouver la bonne personne, et une autre personne qui veut au fond de lui, mais qui se cache derrière son choix. Moi, je suis voilà. clinicien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est ce que je veux dire. Les deux veulent être en relation. Mais celui qui essaye, ça veut dire, voilà, donc il est un petit peu obligé d'être célibataire parce qu'il n'a pas encore trouvé, mais il essaye. D'autres personnes n'essayent même pas et se cachent derrière ce slogan, le choix. Ça, c'est ce que je veux dire. Voilà. Ça, c'est le côté, voilà. Je vais briser un tabou. Il y a aussi le problème d'identité sexuelle aussi. Il y a des gens, par exemple, il y a des homosexuels n'acceptent pas de se marier parce qu'il y a un problème psychologique profond au fond d'eux, soit lesbienne ou bien... parce qu'il y a certains moments... Mais ceci n'est pas une situation généraliste. Oui, exactement. Ce n'est pas majoritaire. Nous, on parle d'un choix de vie. J'ai un appartement, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une carrière, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, mais je choisis de ne pas me marier. Après, je peux me cacher derrière des alibis, on va dire ça comme ça. Exactement. Et après, je peux continuer sur cette lancée, mais dire que voilà, maintenant c'est devenu un choix parce que même les occasions ne se présentent plus. Ça peut être ça aussi. C'est être désespéré. Commence une phase de regret aussi. Oui, voilà. Une phase de regret. Parce que moi je suis clinicien, moi je pose toujours la question pourquoi. C'est dû à quoi? Et avec nous, il y a diverses... voilà, exactement, pour comprendre. On bat tous les j'ai raté l'occasion de la fille l'autre, j'ai raté flâner. Vous voyez, à l'arrivée d'un certain âge, d'être maman et d'être papa qui peut, à un certain moment, déclencher et changer les choses. Dire que voilà, il y a aussi les situations, on peut tomber amoureux à 40 ans, à 35 ans, à 38 ans, à 50 ans. Il n'est jamais trop tard. Voilà, il n'est jamais trop tard. Et là, les choses change et ça ne devient plus un choix, on se cache plus derrière le choix, mais voilà, on se donne des raisons pour dire voilà, c'est ce que je cherchais, c'est ce que je voulais. Pourquoi? Parce que le fait, pour lui, il n'a pas encore trouvé la personne, mais dès qu'il trouve la bonne personne, et donc là, il dit c'est bon, je peux me marier maintenant. C'est vrai, je ne voulais pas au début. J'ai essayé mais j'ai pas trouvé. Maintenant j'ai trouvé la bonne personne. Et parfois non. Parfois, par exemple, pour une femme qui veut avoir un enfant, elle a, je ne sais pas, 38 ans par exemple. Parce qu'elle a une horloge biologique à ça sera difficile après. Donc là, j'aime bien parler de ce point. C'est qu'elle se trouve aussi à cause de la pression de la société. Donc là, elle se trouve, elle accepte n'importe qui. Donc sans analyser la situation. Pour elle, elle n'a plus de choix. Donc elle accepte n'importe qui. Et là, peut-être après le mariage, il y aura des problèmes. Donc c'est vrai, il ne faut pas chercher la personne parfaite qui n'existe pas. Il faut essayer de trouver la bonne personne ou essayer d'accepter une personne qui nous ressemble un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, être un petit peu souple. Voilà, ne pas vraiment concentrer. Les gens de haut. Voilà, et ne pas concentrer seulement sur le négatif parce que chacun a des défauts. Donc elle essaye d'accepter une personne, mais c'est analyser un petit peu donc la situation, la personne, ne pas juste se jeter juste comme ça, et ne pas aussi suivre cette pression sociale. En même temps, elle donne la chance pour elle, que ce soit pour un homme ou une femme, bien sûr. Un dernier mot, monsieur Mouhou. Il faut sur briser le sujet. De toute façon, pour moi, il faut briser le silence. Il faut parler. Si vous trouvez, par exemple, que vous êtes en difficulté, il y a des problèmes, par exemple, psychologiques qui vous empêchent d'être avec une personne, ou bien que vous avez vécu des trucs et tout, il faut en parler, il faut discuter, il faut demander de l'aide beaucoup plus. Et aussi... Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des psychothérapeutes comme vous qui font des thérapies, justement. Oui, exactement. Et moi, ce que je conseille les gens, الإنسان يريح مع روحه يشوف مع روحه في المرايا، يشوف مع روحه مليح، يفهم روحه ويعرف لي ديفو تاعو. Et elle تعرف les défauts تاعها. Et essayer d'avoir... Voilà, se remettre en question et d'avoir une bonne vision de la vie. Parce que maintenant, il n'y a pas une bonne vision de la vie aussi. De toute façon, pourquoi il se marie? C'est quoi le mariage? Comme j'ai souligné tout à l'heure, يتزوج ومن بعد يبقى يحوس دائما على الستاتيو هذاك سيليباتير حتى العصر الزوج 3 تاع الصباح برا ما يقدرش يعزم على الوقت. Vous voyez وين هنا il faudrait être en couple. Et quand on s'engage, on s'engage. Voilà, exactement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. J'aimerais bien juste dire un petit mot.
Juste un dernier mot aussi, c'est que voilà, moi ce que je veux dire c'est que la famille c'est sacré, c'est quelque chose de vraiment sacré. Donc il ne faut pas perdre l'espoir. Donc il faut toujours garder l'espoir. Et c'est beau une famille. Pour voilà avoir cette chance de trouver la bonne personne dans la vie. Donc voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve si tout va bien, Inch'Allah, vendredi prochain à partir de 15h pour votre émission C'est le week-end. D'ici là, portez-vous bien. Excellente semaine à tous. Au revoir.